Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En quelques jours, elle a fait chavirer le cœur des Français au cours d'une quinzaine de Roland-Garros exceptionnels. Sur l'ocre parisien, Loïs Boisson s'est fait un nom en atteignant les demi-finales, un an après une grave blessure à un genou. Et 14 ans après la dernière Française à avoir réussi un tel exploit, Marion Bartoli en 2011. À 22 ans, la Dijonnaise incarne l'avenir d'un tennis féminin français qui ne brille pas, alors que la numéro 1 française, Caroline Garcia, avait annoncé sa retraite avant le début du tournoi. Dans cet épisode, on vous emmène sur les traces de Loïs Boisson, entre résilience et détermination, et sur le fil a invité Baptiste Dedieu qui a couvert Roland-Garros pour le service des sports de l'AFP. Sur le fil. Loïs Boisson, c'est d'abord une détermination sans faille, une rigueur extrême. Un peu partout où elle est passée, c'est les mêmes qualités qui ressortent. C'est une joueuse très déterminée, très investie et qui se donne à 100% pour le tennis. Elle remporte plusieurs tournois de suite sur le circuit secondaire au printemps 2024. Juste avant Roland-Garros, quelques semaines avant, elle se fait une rupture de ligament croisé à un genou. Et donc s'en suivent 9 mois de rééducation pour elle. Elle a expliqué notamment que ça a été une période très difficile à vivre pour elle, mais comme avant dans le tennis, elle s'est réfugiée dans le travail, dans les exercices. Son préparateur physique, Sébastien Durand, décrit une fille très déterminée qui suit à la lettre les indications qu'il faut presque cadrer pour pas qu'elle en fasse trop. Ça a pu se voir notamment sur la puissance qu'elle dégage sur le court, tout le travail physique qui a été accumulé pendant cette blessure. 9 mois durant lesquels elle se fait tatouer le mot « résilience » sur le bras droit, histoire de se rappeler que ce traumatisme physique et mental ne doit pas la faire dérailler. Il faut dire que la jeune femme a grandi dans le sport, puisque son père, Yann Boisson, a été basketteur professionnel avant de faire carrière comme entraîneur puis dirigeant de club. Pour son préparateur physique, qui a travaillé notamment avec l'ancienne numéro 1 mondiale Serena Williams et l'ancien numéro 3 mondial Grigor Dimitrov, Loïs Boisson a les traits de caractère des plus grands. Elle a des habitudes, j'aime pas le mot routine, mais elle a des protocoles d'échauffement, de récupération, et tous les jours, c'est fait, quoi. C'est fait, c'est bien fait, c'est à l'heure, il y a de la qualité, il y a de l'engagement, il y a de l'investissement. Elle se pose des questions, mais c'est des questions qui sont justes, qui sont cohérentes pour être la plus performante possible. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve chez les top joueurs. Déjà dans son ancien club de Rieux-la-Pape, près de Lyon, la jeune joueuse faisait forte impression. Jean-François Urpi, président du tennis club La Pape. Elle avait 16-17 ans et donc elle passait là dans le clubhouse, toujours aussi discrète, telle qu'on la voit là sur le court. Et après, elle se mettait sur le terrain et c'était un entraînement à fond, tout le temps. Et moi, ça m'a énormément impressionné parce que je me rendais pas compte de ce que pouvait être le haut niveau. Et là, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Oui, on pensait effectivement qu'elle pourrait aller loin, mais jamais on n'aurait pensé que ça serait à ce niveau-là, vraiment. Mais si, clairement, on sentait quelqu'un de résolu, avec un projet clair et bien défini dans sa tête. Son agent nous a confié la semaine dernière que quand on la connaît bien, elle peut avoir un humour assez piquant, être assez drôle. Et comme on avait pu le voir avec cet épisode où justement avec la joueuse britannique Harriet Dart qui avait dit pendant un match qu'elle sentait mauvais et derrière elle avait rebondi sur ça de manière humoristique en appelant les marques de déodorants à la sponsoriser. En conférence de presse, elle était toujours très, très calme, très posée, assez réservée. C'était ce qui est un peu à l'image de son attitude sur le court. C'est peut-être ce qui m'a le plus frappé, c'est que pendant un match qui dure 2h30, il y a très peu d'émotions qui se dégagent, qu'elle gagne ou qu'elle perde un point. L'attitude est à peu près la même. Il n'y a pas vraiment de sourire, même quand elle déroule son match. Et vraiment, il y a vraiment qu'à la toute fin du match qu'elle lâche les émotions, qu'elle se libère. Mais ça tranche bien avec son jeu qui est plutôt très haut en couleur.
Son jeu spectaculaire lui a permis de se hisser dans le dernier carré, après avoir battu 2 joueuses du top 10 mondial. Une statistique exceptionnelle puisque la Française est la 2e joueuse sur les 40 dernières années à réussir un tel exploit pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem. Seule Monica Seles y était parvenue à Roland-Garros en 1989. Cette quinzaine magique a propulsé la joueuse de la 361e place au 65e rang du circuit WTA. Mais justement, sur quoi s'appuie-t-elle pour renverser ses adversaires ? Ce qui a été son énorme point fort sur la quinzaine à Roland-Garros, c'est son coup droit. Un coup droit très très lifté avec une balle qui tourne très très vite au-delà de la moyenne de rotation du tableau masculin. Donc elle met énormément d'effet dans sa balle, quelque chose qui fonctionne très très bien sur terre battue. Et un coup droit qu'elle utilisait aussi bien du côté coup droit que du côté revers, où souvent elle se décalait pour aller chercher son coup droit et frapper des coups droits très souvent gagnant, surpuissant. Donc ça a été plutôt une démonstration en coup droit, un très bon service aussi, une bonne vitesse, une première qui peut avoisiner les 190 km/h, donc une vitesse assez redoutable sur le circuit féminin. Et maintenant, quelle est la suite pour la Dijonnaise, spécialiste de la terre battue ? Jusqu'où peut-elle aller ? Ses proches s'interrogent. Ils savent pas trop, et en même temps, elle a un bon service et elle a quand même un jeu globalement assez complet. Et ils sont tellement agréablement surpris par cette joueuse à travers toutes les épreuves et toutes les étapes qu'elle peut traverser qu'ils ne se fixent pas tellement de limites. Ils attendent de voir ce que ça peut donner. La joueuse attend désormais une invitation pour Wimbledon, mais elle n'a jamais joué sur l'herbe. Elle partira ensuite disputer les grands tournois d'été nord-américains, désormais obligatoires en raison de son classement. Le tout en gérant une notoriété nouvelle. C'est sûr qu'il va falloir qu'elle s'habitue et qu'elle s'acclimate à une attention médiatique particulière parce que son entourage a réussi globalement à la préserver des sollicitations hors des conférences de presse pendant tout le tournoi. Même si elle est passée de l'intime salle de presse numéro 3 où il y avait... on devait être 4 à sa première conférence de presse au début du tournoi, à finir dans la salle de conf principale devant 70 journalistes. Et donc, il va falloir voir comment elle s'adapte à ça. Mais son entourage est plutôt pas trop inquiet par cette perspective parce que c'est ce qu'elle veut, en fait, c'est ce qu'elle voulait, atteindre ce niveau-là et jouer parmi les meilleurs mondiales et jouer les meilleurs tournois. Elle n'a pas envie que ce soit un one-shot. Et son encadrement est plutôt du même avis. Elle a la détermination, les qualités et comme c'est tatoué sur son bras, la résilience pour y arriver. Donc tout porte à croire que c'est possible. Elle est bien entourée, aussi bien au niveau de sa famille que de son agent, justement. Tu es là pour mettre de la cohérence dans tout ça, parce que il faut pas s'oublier et il faut pas oublier les raisons pour lesquelles elle a réussi à performer autant. C'est parce qu'elle a toujours priorisé son tennis, ses entraînements, sa récupération. Donc c'est un nouveau paramètre qui arrive, mais il faut pouvoir simplement l'intégrer, mais sans perturber la base et le fondement qui font qu'elle a été performante là ces derniers temps, quoi, c'est sûr. Reste que la jeune femme représente un sacré espoir pour le tennis féminin, alors que la génération de Caroline Garcia, Kristina Mladenovic ou Alizé Cornet est en train de tirer sa révérence et que la relève peine à se montrer. C'est sûr qu'il y a plus de Françaises dans le top 50. Loïs Boisson est la première Française et elle est classée 65e. Donc oui, en quelque sorte, il ne faut pas voir dans son parcours et dans cette demi-finale se dire que le tennis féminin français va mieux. Il y a encore des progrès à faire et trouver au niveau de la fédération comment accompagner ces joueuses qui sont aux portes du top 100 et qui sont dans le top 200 vers le plus haut niveau, enfin le haut du classement en tout cas. Du côté de la fédération et notamment de son président Gilles Moreton, on reconnaissait pendant le tournoi qu'il y avait un trou dans la raquette. Mais malgré tout, on soulignait, et Loïs Boisson en a été un des exemples, qu'il y a une jeune génération prometteuse. Donc on est conscient qu'il y a des progrès à faire. Mais malgré tout, la performance de Loïs Boisson a montré à ces joueuses qui sont entre la 100e et la 200e place mondiale que c'était possible. La Fédération française de tennis dit avoir amélioré son programme de détection des talents en doublant presque en 5 ans le nombre de jeunes joueuses repérées. Elles sont désormais 460. Elle a aussi lancé un grand chantier sur l'accompagnement de ces jeunes joueuses avec un point faible identifié sur les 11-14 ans.
En attendant, le monde du tennis espère que Loïs Boisson va créer des vocations. Selon Médiamétrie, la demi-finale de la Dijonnaise a été regardée par près de 5,4 millions de téléspectateurs, avec un pic à 6,4 millions sur la balle de match, du jamais vu pour un match féminin depuis 2000. Merci d'avoir écouté cet épisode préparé par Maxime Mamet. Merci à mon collègue Baptiste Dedieu pour sa participation. Je suis Emmanuelle Bayon. Sur le fil revient lundi. Bon week-end.